Bonjour et bienvenue dans le 14-17 sur LCI, 3 heures d'actualité consacrée en grande partie à cette conférence de presse de François Hollande que vous avez pu suivre en direct sur LCI. La 5e conférence de son quinquennat, un peu différente sur la forme, un horaire plus matinal, 11 heures au lieu de habituellement 17 heures, un propos liminaire plus resserré, 16 minutes environ et des questions réparties en deux parties, l'international tout d'abord, puis le national. François Hollande a notamment clamé son intention de prolonger l'esprit de janvier après les attentats, d'éviter la guerre en Ukraine, où il se rend dès cet après-midi avec Angela Merkel. Sa volonté aussi de trouver une solution au problème de la dette grecque. Quelques annonces sur le plan intérieur. François Hollande a dévoilé des mesures pour, dit-il, faire vivre la cohésion nationale à l'école et dans les quartiers. On l'attendait bien sûr sur l'annonce d'un service universel pour les jeunes et la création d'une réserve citoyenne pour tous les Français. Pour en parler sur ce plateau, nos invités politiques. Jean-Christophe Fromentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UDI des Hauts-de-Seine, maire de Neuilly, chef d'entreprise. Jean-Louis Roumégas, député Europe Écologie Les Verts de l'Hérault. Vous êtes membre notamment de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur la loi Macron. À vos côtés, Olivier d'Artigol, bonjour. Porte-parole du Parti communiste. Et puis également à mes côtés, notre spécialiste international Vincent Hervouette et notre spécialiste politique Frédéric Delpech. Alors je vous propose tout d'abord de réécouter les principales déclarations de François Hollande, des extraits rassemblés par Amandine Atalaya. Presque un mois après les attentats, François Hollande a décidé de placer cette 5e conférence de presse, non sous le signe des sujets économiques d'habitude dominants, mais sous le signe du combat républicain. L'esprit du mois de janvier 2015, c'est l'unité de la République. Cet esprit-là, je dois le prolonger. Lors de la dernière conférence, le président était empêtré dans les ennuis avec la sortie du livre de Valérie Trierweiler et une impopularité record. Ses propositions étaient peu audibles. Le climat ayant changé, sa gestion des attentats ayant été saluée, François Hollande veut se montrer à l'initiative avec plusieurs chantiers. L'école, c'est la meilleure arme pour la reconquête. Une nouvelle étape sera franchie dans la refondation de la planète. Pas d'annonce majeure, mais des objectifs. Nouveaux moyens contre le décrochage scolaire ou maîtrise du français dès la maternelle. Puis, sans employer le mot apartheid, choisi par Manuel Valls, le président évoque une nécessité de mixité sociale. Par justement la séparation et le sentiment de la ségrégation sont des insultes pour la République. Une agence nationale pour le développement des territoires sera créée, puis vient cette série d'annonces auxquelles le président réfléchit depuis des mois. Je propose donc un nouveau contrat civique, avec la mise en place d'un service universel pour les jeunes, la création d'une réserve citoyenne pour tous les Français. Au-delà, le chef de l'État a voulu se poser en meneur sur les scènes internationales et européennes. L'Ukraine, d'abord, il s'y rendra cet après-midi avec Angela Merkel, avant d'aller à Moscou demain. L'option de la diplomatie reste privilégiée. La France n'est pas en guerre en Ukraine, et elle ne veut pas être en guerre en Ukraine. La France ne rentre pas dans le débat de la fourniture des armes à l'Ukraine. Mais à la fin de sa conférence, le président ne résiste pas à un retour aux thèmes nationaux et électoraux en évoquant son objectif de baisse du chômage et 2017. Si, après 5 ans, un président de la République n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour être élu, eh bien, il ne peut pas être de nouveau candidat. François Hollande a aussi lancé un appel aux écologistes. Vous pouvez revenir au gouvernement. Lui, qui le répète en boucle à ses proches, 2015 doit être l'année de la reconquête. Voilà pour les principales déclarations de François Hollande. Je précise que nous a rejoint sur ce plateau un nouvel invité, Gilbert Collard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement Bleu Marine du Gard et avocat. Direction tout de suite l'Élysée où on va retrouver Thibault Enoch. Thibault, François Hollande, on l'a vu sur les images, a quitté l'Élysée donc pour son départ pour l'Ukraine.
Oui, effectivement. Et s'il y a une phrase à retenir de cette conférence de presse du président, c'est peut-être celle-ci qui résume la tonalité nouvelle dans laquelle elle a eu lieu. J'ai forcément changé à la suite des événements du mois de janvier, a dit François Hollande. Les épreuves vous transforment nécessairement. Et c'est peut-être ce qu'on retiendra de cet exercice, cette tonalité, cette solennité du président de la République qui clairement a pris de la hauteur dans son propos en se plaçant à la fois en chef des armées, en chef de la diplomatie, avec cette annonce d'un déplacement en Ukraine et en Russie, avec la chancelière Angela Merkel, mais aussi en chef de l'État et de l'État républicain, car c'est le mot de république qui est le plus souvent revenu dans la bouche du président, là où au cours des derniers exercices, c'était plutôt ceux de chômage et d'économie. La République qui sera intraitable, implacable, a dit François Hollande, défendant aussi la laïcité qui n'est pas négociable, les banlieues, l'éducation, l'engagement citoyen. Voilà ce qui était au cœur des annonces du président, avec le renforcement des moyens contre le décrochage scolaire, l'apprentissage du français à l'école, le contrat civique pour le service universel pour les jeunes, la réserve citoyenne. Voilà pour les principales annonces. François Hollande qui, à l'issue de cette conférence de presse, a donc quitté l'Élysée. On l'a vu s'engouffrer dans sa voiture direction l'Ukraine. Le président qui a dit peu de mots finalement de la politique intérieure. Deux choses à retenir simplement sur le front national. François Hollande qui a laissé les électeurs à leur liberté de choix, tout en disant qu'il fallait que tous les partis respectent les valeurs de la République et qu'un choix en fonction de ces valeurs pouvait être fait en conviction. François Hollande, dernière nouveauté, qui a respecté le temps de cet exercice, 2 heures pile. Merci Thibaut Hénoc en direct de l'Élysée. Alors le président est donc parti pour Kiev. Il s'est montré offensif sur ce dossier de l'Ukraine. Il demande à la communauté internationale par ailleurs de faire son travail, car la France, a-t-il dit, ne peut pas régler tous les conflits du monde. On va réécouter précisément ce qu'il a dit sur l'Ukraine. Avec Angela Merkel, j'ai décidé de prendre une nouvelle initiative. Nous partirons à Kiev dès cet après-midi. Nous ferons une nouvelle proposition de règlement sur le conflit lui-même. Il sera fondé sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine et nous irons la discuter avec le président Porochenko aujourd'hui et vendredi à Moscou avec le président russe, car le temps presse. Et il ne sera pas dit que la France et l'Allemagne, ensemble, n'auront pas tout tenté, tout entrepris pour préserver la paix. Le temps presse, Vincent Hervouette. L'option de la diplomatie ne peut pas être prolongée indéfiniment, même si, a-t-il dit, la France veut éviter la guerre et refuse d'entrer dans le débat sur la livraison des armes pour l'Ukraine. Vincent. Oui, alors c'est compliqué à analyser parce que on a tous compris qu'il y avait la volonté de faire un coup d'éclat. Et il y a eu cette espèce de coup de théâtre du président. Tout le monde a été surpris par cette annonce. À l'issue de la conférence de presse, filant donc vers Villacoublay pour aller faire une sorte de raid diplomatique, une sorte de débarquement à Kiev. Puis ensuite, on ira avec Angela Merkel à Moscou. Et donc, il y a effectivement une sorte de dramatisation, de théâtralisation de cette politique étrangère. Mais en même temps, ce qu'on comprend très bien, c'est dans la déclaration juste que vous venez de prendre là du président, quand il dit le temps est compté à la diplomatie. Ce qui se passe en fait, en septembre, il y a eu des accords de Minsk qui ont été négociés avec l'OSCE qui prévoyaient un cessez-le-feu et une enceinte de dialogue. Cet accord a été négocié par un Suisse au demeurant. Ce n'était pas la diplomatie française, mais bien la diplomatie européenne qui était à l'œuvre, c'était l'OSCE et son président. Vous avez, depuis le mois de septembre, une politique européenne qui est constante, qui consiste à serrer le kiki des Russes pour leur faire lâcher prise. C'est-à-dire qu'on a pris des sanctions, qu'on a renforcées systématiquement. Tous les diplomates français rencontrés depuis des mois vous disent que c'est très payant, qu'on va ainsi ruiner Moscou, et d'ailleurs que les capitaux fuient et que le Kremlin hésite, et que la pression est très forte. La réalité, c'est exactement le contraire qu'on a pu observer sur le terrain, c'est-à-dire que peu à peu, les insurgés, aidés par l'armée russe, ont pris
un territoire qu'il contrôle de plus en plus vaste, au point que désormais un corridor entre la Russie et la Crimée n'est plus totalement impossible, et donc que la politique menée par les Européens a été un échec radical. La politique menée par l'Allemagne notamment, par la Commission, sous la pression de la Pologne et des pays baltes, nous a conduit dans une impasse terrible. Parce que les Russes sont quand même plus difficiles à faire lâcher prise que les milices anti-Balaka ou que les gens d'AQMI. Donc la politique française s'est retrouvée un petit peu gros gens comme devant. Là, ce que fait le président, c'est qu'il part avec Angela Merkel pour essayer de ouvrir un espace de dialogue. Les Américains pensent qu'il vaut mieux armer l'armée ukrainienne pour qu'il y ait un équilibre des forces et que ce dialogue s'impose. C'est un pari qui est raisonnable, c'est un pari qui n'est pas du tout sûr d'être réussi, parce que ça va être facile de parler avec Poroshenko aujourd'hui, mais demain, avec Poutine, sera beaucoup plus dur. Poutine demain, oui. Et il faudra faire des concessions, et les sanctions, il va falloir les ravaler, à mon avis. Ça va être compliqué de discuter avec Poutine. Et le deuxième point, là où il y a une véritable rupture, c'est pas le président qui file après la conférence de presse et qui passe à l'acte, alors qu'on est toujours dans le nini en politique étrangère, sur tous les sujets, la Syrie, sur tous les sujets. La véritable rupture, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, eh bien, il y va avec le chancelier allemand. Ce couple franco-allemand qui marche si mal, eh bien, aujourd'hui, on embarque la chancelière parce qu'on a besoin d'elle. Parce que politiquement, la France ne pèse plus assez en Europe pour pouvoir, à elle seule, prendre une initiative politique. Il faut le soutien de l'Allemagne. Je vous rappelle que quand le précédent, c'est le raid de Nicolas Sarkozy en Géorgie, qui d'ailleurs s'est soldé, quand on regarde les comptes, parce qu'on juge une politique non pas à la façon dont on plastronne, mais à ses résultats, ça s'était mal terminé. L'initiative de Nicolas Sarkozy n'a rien obtenu des Russes, au bout du compte, dans les engagements qu'ils avaient pris. Mais là, il l'avait mené tout seul, il ne l'avait pas mené avec l'Allemagne. Merci Vincent. Je voyais certains de nos invités qui ont envie de réagir sur cette question de l'Ukraine. Oui. Gilbert Collard. Oui. Moi, je trouve l'analyse politique intéressante. On a vu dans l'histoire de France Gambetta partir en ballon. On voit maintenant François Hollande partir en avion. Bon, je me permets de faire ce parallèle parce qu'il y a une volonté quelque part de montrer qu'il est capable de partir, prendre la direction des opérations. La réalité, elle se pose sur plusieurs principes. Le premier, c'est que quand même, il ne part pas tout seul. Il part avec la chancelière. Le deuxième, c'est que le seul pays à peser économiquement sur la Russie, c'est l'Allemagne. C'est pas nous. Troisième puissance et non pas deuxième, comme s'est trompé François Hollande en le disant. Et troisièmement, on ne fera pas plier la Russie comme ça. Et j'ai peur, je ne sais pas si j'ai raison, hein, là je n'affirme pas, j'essaye de réfléchir. Hein. J'ai peur que la volonté américaine soit d'attiser le conflit et d'empêcher à trouver des moyens d'une solution diplomatique. Les Russes, ils n'ont pas une mentalité à céder. On ne fait pas céder le peuple russe, on le sait dans l'histoire, hein, en essayant de l'intimider. Donc, déjà aussi, observons que cette politique européenne qui a échoué à l'égard de la Russie, elle a non seulement essayé de faire du tort à la Russie, mais elle a d'abord et avant tout fait du tort à l'économie française. Parce que nombre de nos entreprises ont souffert énormément de cet embargo. Donc, ça montre aussi les limites de l'intervention diplomatique, économique, européenne. Et je pense qu'on n'est pas sorti du problème. Olivier d'Artigol. Il y a des éléments de diagnostic qui ont été donnés que je partage oui, moi aussi, pour l'essentiel. Nous en sommes là. Je pointe deux petites choses un peu plus en exergue. C'est quand même la stratégie très belliqueuse de l'OTAN sur les dernières semaines, quand même. Et puis une surenchère russe. Les deux. Alors après, il y a un effet d'annonce aujourd'hui. J'ai envie de dire, si ce n'est un coup politique, une volonté de François Hollande de marquer de manière assez forte ce déplacement, qui, je le crois, ne se fait pas dans de bonnes conditions avec cet attelage formé avec Angela Merkel. Je ne sais pas si c'est le vecteur aujourd'hui le plus efficace pour passer d'une stratégie de tension à une démarche d'apaisement. Mais en tout cas, nous verrons bien. On pouvait dire il y a encore quelques jours, mais que fait la France ? Aujourd'hui, il y a l'annonce de ce déplacement. Nous verrons les résultats politiques et diplomatiques. On ne peut pas aujourd'hui en juger. En tout cas, là où c'est très préoccupant, c'est véritablement que les dernières semaines ont été marquées par ce que vous avez
très précisément décrit, qui ne va pas dans la bonne direction. Jean-Louis Romégas. Oui, je trouve que la critique est facile, l'art est beaucoup plus difficile. Moi, je juge positivement l'annonce du président de la République pour plusieurs raisons. D'abord, l'Ukraine, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut envoyer des troupes françaises? Le président a dit non, la France n'est pas en guerre. Donc je crois vraiment à la fermeté et à la diplomatie. La fermeté, les sanctions européennes fonctionnent, elles produisent des effets, elles contiennent en tout cas l'engagement russe, et donc il faut poursuivre là-dedans. En même temps, il faut afficher un soutien à l'Ukraine. Moi, je pense à un soutien non pas en armement, mais un soutien humanitaire, un soutien financier, le rapprochement avec l'Europe, non pas l'intégration européenne, mais le rapprochement avec l'Europe, ça c'est très important. Et en même temps, le dialogue avec la Russie, parce que je crois que la Russie a aussi des intérêts économiques, d'échange avec l'Europe. Et donc, il faut parier là-dessus. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Je pense qu'il ne faut pas tirer là-dessus. C'est dommage parce qu'on n'a pas d'autre voie possible, malheureusement, tout simplement. Jean-Christophe Fromentin, vous vouliez dire un mot aussi là-dessus? Oui, moi j'ai envie de juger au retour. On va voir qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Effectivement, mettre le président russe au pied du mur en s'invitant comme ça rapidement, c'est un peu surprenant. Il ne faudrait pas que c'est un effet contre-productif, l'effet inverse de celui qui est recherché. Moi, l'approche franco-allemande, elle a du sens. Ensuite, est-ce que c'est Hollande qui accompagne Merkel ou Merkel qui accompagne Hollande? La question est là, elle a été posée. Et ce que je crois également, c'est que la stratégie américaine, qui n'a pas du tout les mêmes intérêts que les intérêts européens, qui est dans la surenchère, qui est sur cette intégration à l'OTAN, qui est quand même en filigrane de tous ces échanges, est dangereuse, n'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Donc, de ce point de vue-là, avoir cette approche, cette tentative, me paraît quand même partir d'une bonne résolution. Un dernier mot, Gilbert Collard, pour conclure sur ce sujet de l'Ukraine. Un point, je trouve dommage, mais bon, je comprends qu'on ne partage pas mon point de vue, qu'on ait pris à ce point position d'emblée contre la Russie. Parce qu'on s'est privé du moyen d'être un conciliateur neutre. Et je trouve que c'est tout à fait dommage. Et pour moi, c'est la grosse faute diplomatique de ce qui n'existe pas et qu'on pourrait appeler la diplomatie européenne. Vous vouliez conclure, Vincent? Non, moi, je ne vais pas conclure sur la déclaration de représentants éminents de la communauté nationale. Non, juste peut-être dire deux choses. D'abord, que l'armée de Poroshenko, l'armée ukrainienne, est en train de se faire tailler en pièces parce qu'elle ne dispose pas du matériel nécessaire pour tenir les régions où elle se bat. C'est-à-dire par exemple, les unités sont sourdes et aveugles. Les brouillages qu'exerce l'armée russe empêchent toute coordination des mouvements, ce qui est évidemment catastrophique. Les drones russes permettent à l'artillerie des insurgés de faire coup au but. Donc c'est une armée qui est en train de se faire dépecer. Et parler de livraison de matériel non létal ou létal non offensif, ce qui est quand même un concept intéressant, c'est du matériel de mort, violente, mais uniquement défensif. Donc c'est une idée un petit peu saugrenue, comme celle qu'on avait d'ailleurs déjà évoquée au moment de la livraison de matériel à la coalition nationale syrienne. Et ça veut dire, et ça révèle quoi? Ça révèle qu'on a une posture, on a éventuellement une position plus ou moins équilibrée, mais on n'a pas véritablement de politique et on n'a pas de solution. Merci Vincent, et on rappelle que le conflit en Ukraine a fait plus de 5300 morts en 9 mois. On va réécouter cette fois un autre extrait de François Hollande. François Hollande qui reconnaît avoir changé après les attentats et les rassemblements citoyens. J'ai forcément changé à la suite de ces événements. Non pas que j'avais besoin de connaître ces épreuves pour être ce que je suis aujourd'hui, mais parce qu'elle vous transforme nécessairement. Parce que ces épreuves ont aussi changé notre pays. Il ne le sait pas encore, mais il a éprouvé une grande fierté avec un grand malheur et une capacité à se rassembler. Je veux que nous puissions tirer de cette terrible épreuve un avantage et une réussite collective. Olivier d'Artigol, il a changé, François Hollande? Moi, ce thème du changement me rabat les oreilles. Parce que c'est le grand thème du début du quinquennat, sans changement de politique d'ailleurs. Alors après que l'homme, que le chef d'État qu'il est, ait pu, suite à la semaine sanglante, à cette situation infernale dans le pays,
que cela ait pu le changer dans sa manière de voir un certain nombre de dossiers, de questions, peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse politique. Parce qu'il y a tout au long de cette conférence de presse, on va très certainement en discuter, en débattre, des constats, des diagnostics, des sujets, des thématiques, mais sans l'annonce d'un changement de politique qui échoue, notamment sur le cœur de la crise, le chômage, et avec des ambiguïtés énormes qui restent là, notamment sur la solidarité à la Grèce, tout en défendant les choix de la Troïka, notamment sur l'avenir des quartiers populaires ou de la jeunesse, en proposant un dispositif qui ne réglera rien. On va revenir après plus précisément sur les mesures. Il y a sur beaucoup de sujets peut et doit mieux faire. Jean-Louis Roumégas. Oui, écoutez, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas ménagé les critiques au gouvernement quand il a fallu le faire. Là, j'ai trouvé que le président de la République était bon sur la forme, bien dans son rôle de président, bon sur les valeurs de la République et le vivre ensemble, bon sur l'international. Je le trouve plus flou sur les questions écologiques, bien sûr, et sur l'économie aussi. Quelles sont les perspectives à partir de maintenant? C'est là qu'on attend des précisions. Mais plutôt bon sur la forme. Jean-Christophe Fromentin. Écoutez, est-ce que la question, c'est est-ce qu'il a changé sur la forme ou changé sur le fond? Bon, sur la forme, indéniablement, il y a une évolution et on sent que les événements sont passés par là. Et en même temps, on pourrait imaginer que cette stature présidentielle qui apparaît dans cette conférence de presse soit la stature qu'on attendait dès le départ. Et être président de la République, c'est être chef des armées, c'est avoir une hauteur de vue, c'est avoir un regard international, c'est avoir un certain nombre de caps. Il n'y a pas besoin d'événements, heureusement, pour changer. Donc, moi, je salue le changement sur la forme. Pour autant, je m'interroge sur le fond. Vous voyez, est-ce qu'on a assisté à un grand exercice velléitaire ou à un grand exercice volontariste? Et là, on va le voir très vite, parce que la question qui reste en suspens, c'est quels sont les moyens des propositions par rapport aux propositions qui sont faites. Donc volonté ou velléité, la question pour moi est là, sur le fond, sur un réel changement. Il y a des inflexions qui méritent d'être prises en compte, mais est-ce qu'elles vont se traduire? Je ne suis pas sûr. Gilbert Collard, davantage à la hauteur qu'auparavant? Écoutez, je suis un peu d'accord. Ce thème du changement nous bassine. Hein. Mais je me suis posé une question en l'écoutant. Forcément une question idiote. Hein. S'il a changé, qu'est-ce qu'il était avant? On avait qui comme président de la République? S'il a changé. Et puis, j'ai trouvé qu'effectivement, en plus de 2 ans d'exercice du mandat, il a appris à nouer sa cravate. Il a appris à parler. Et il a appris, peut-être prend-il des cours de maintien, hein, à se tenir mieux. Dans la forme, donc, je trouve qu'il y a un net progrès. C'est pas encore De Gaulle, hein. Dans le fond, je suis époustouflé, parce que j'ai, pour la fonction du président de la République, un immense respect, et je considère qu'il est l'incarnateur de la parole. Et c'est pas rien. Or, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le budget de l'armée ne va pas être modifié, bien que la menace soit intérieure et extérieure. Il y a un grand projet pour l'école. J'ai appris quelque chose qui m'a fasciné. On va apprendre le français à l'école maternelle. Bonne nouvelle. En ce qui concerne les questions économiques, qui sont quand même centrales pour un pays, puisque c'est de l'économie que découle l'énergie, la mise en place des réformes, les transformations. Franchement, si je me suis trompé, vous allez me le dire, mais je n'ai rien entendu. Rien entendu. Toujours ce discours alimenté par le drame de ce que notre pays a vécu. C'est bien, il faut le dire, il faut le répéter, mais il ne faut pas en faire un bouclier pour ne pas avoir à aborder la question du chômage, la question des problèmes qui font qu'on a des difficultés avec l'immigration, la question de Schengen, enfin toutes les questions que tout notre peuple se pose et auxquelles j'aurais aimé que le président de la République répondît. Frédéric Delpech, le président a changé, changement de ton, une nouvelle posture présidentielle dans cette intervention.
Non, en réalité, ce qui a changé, c'est le contexte politique qui n'est pas le même. On se souvient, pour les précédentes conférences de presse, il y avait eu, au mois de septembre dernier, le livre de Valérie Trierweiler. L'an dernier, en janvier, c'était l'affaire Gaillet. Donc le contexte politique a changé pour François Hollande. Il y a eu la séquence des attentats, il y a eu son rebond spectaculaire dans les sondages. Donc ce contexte a changé. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il fait de ce contexte nouveau ? Et on a le sentiment que la stratégie de François Hollande a été aujourd'hui de prendre de la hauteur, en abordant, alors c'était une façon, tout en disant l'esprit du 11 janvier, c'était aussi une façon de vouloir tourner la page et de passer à une autre séquence, en quelque sorte en abordant le terrain international, en faisant ce coup d'éclat de partir brusquement pour aller en Ukraine et à Moscou demain. Ça voulait dire que François Hollande voulait retrouver un terrain de prédilection, la politique internationale, son domaine réservé, et c'était ça la stratégie de cette conférence de presse. Alors effectivement, prendre de la hauteur, mais à mon avis, il a fait sans doute une petite erreur politique quand il a voulu entrer dans le débat sur l'élection partielle du Doubs, et en donnant clairement une consigne de vote qui est de voter pour le candidat socialiste. Et là, on a eu le sentiment, il a commencé sa phrase en disant « En tant que président de la République, je ne suis pas chef de parti », donc on pensait qu'il allait s'arrêter là et dire renvoyer à Manuel Valls, puisqu'on sait que Manuel Valls sera ce soir dans le Doubs, à Manuel Valls le soin de faire de la politique politicienne, et rester sur ce terrain-là, le terrain présidentiel. Et non, patatras, François Hollande n'a pas pu s'empêcher de rentrer dans le débat politique. Et à mon avis, c'est là où cette volonté de se représidentialiser, comme on le dit à chaque fois un peu plus, et de reprendre une hauteur, n'a pas tout à fait fonctionné. On ne devrait pas avoir un impact considérable avec cette conférence de presse au final. Merci, vous restez tous avec nous. On va marquer une courte pause, puis on se retrouve dans 3-4 minutes. À tout de suite pour poursuivre ce débat. Nous aurions pu révéler son endurance sur un pont sans fin, prouver sa robustesse sur une route de montagne, démontrer sa fiabilité dans un désert et laisser le soleil souligner son design. Mais pourquoi faire tout ça ? Dacia Sandero, 8 080 €. Pas besoin d'en rajouter. Et l'impossible devient possible. Découvrez la nouvelle Ford Focus avec Système Actif Park Assist. Nouvelle Ford Focus à 169 € par mois avec Système Actif Park Assist inclus. Nous aurions pu révéler son endurance sur un pont sans fin, prouver sa robustesse sur une route de montagne, démontrer sa fiabilité dans un désert et laisser le soleil souligner son design. Mais pourquoi faire tout ça ? Dacia Sandero, 8 080 €. Pas besoin d'en rajouter. Depuis toujours, l'exigence est notre moteur. Une combinaison idéale entre énergie électrique et thermique. Un design à couper le souffle pour que chaque BMW offre moins de consommation, moins d'émissions et plus de plaisir. C'est ça, l'exigence BMW Efficient Dynamics. Pour GMF, être à vos côtés, c'est non seulement vous dépanner, mais aussi prendre en charge vos réparations. C'est ça, une bonne assurance. GMF, assurément humain. Et en ce moment, profitez de 2 mois gratuits sur votre assurance auto. Avec Varilux, entrez dans un nouveau monde. Profitez d'une vision sans limite à toutes les distances grâce au verre progressif Varilux issu de la technologie révolutionnaire Nanoptix. Même pour votre deuxième paire, vos yeux méritent Varilux. Découvrez vite les offres qualissimes sur mainvumeslunette.fr. Varilux, un verre Essilor. Ces produits sont des dispositifs médicaux. Et on peut savoir où tu vas comme ça ? Je veux Crédit Mutuel. À cette heure-ci. Bah oui, c'est l'Assemblée Générale. Avec ce que t'as sur ton compte, ils vont t'écouter peut-être. Tu sais, papa, au Crédit Mutuel, c'est pas comme ici. C'est pas le plus fort qui fait la loi. Quand t'es client et sociétaire, t'as une voix.
D'accord, tu peux voter, participer aux décisions. On est tous à égalité. Oula. C'est la démocratie. Ça serait bien si c'était partout comme ça. Au Crédit Mutuel, votre voix n'est pas proportionnelle à votre compte en banque. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. À la maison, il y a le calcaire qu'on voit et celui qu'on ne voit pas. Jusqu'à 50 kg de calcaire passent dans vos canalisations chaque année. La solution, c'est de l'arrêter dès l'arrivée d'eau avec un adoucisseur Culligan. Contre le calcaire, je Culligan et jusqu'au 10 février, 250 € offerts. Voilà, et si vous nous rejoignez sur LCI, suite de l'édition spéciale consacrée à cette conférence de presse, la 5e du quinquennat de François Hollande, avec nos invités sur ce plateau, Jean-Christophe Fromentin, député des Hauts-de-Seine, UDI, maire de Neuilly, chef d'entreprise, Jean-Louis Roumégas, député de l'Hérault Europe Écologie Les Verts, Gilbert Collard, député du Gard, Rassemblement Bleu Marine, Olivier d'Artigol, porte-parole du Parti communiste, et à mes côtés également Frédéric Delpech, spécialiste politique. On en parlait juste avant la coupure pub des propos de François Hollande à propos du second tour de la législative partielle du Doubs. On va réécouter précisément ce qu'a dit le président de la République. Tous les citoyens sont dans la République et ont bien le droit de voter pour qui leur paraît conforme à leurs convictions. Mais est-ce à dire que tous les partis sont pleinement dans les valeurs de la République? Non. Adhèrent aux valeurs de la République? Non. Au moins à toutes les valeurs? Sûrement pas. J'entendais candidate parler de l'inégalité des races. Est-ce que ça fait partie des valeurs de la République? Et à un moment où, au nom des valeurs, les électeurs doivent faire des choix. Et je les laisse les faire avec leurs convictions. Et quand ils sont capables de se réunir autour de la République, ils savent ce qu'ils ont à faire. Gilbert Collard, j'imagine que ça vous fait réagir, ces propos? Ça me peine parce que je considère, comme vous le disiez, que le président de la République n'a pas à diviser les Français. Là, il vient de s'adresser quand même à des millions et des millions d'électeurs, hein, en leur disant vous n'avez pas les valeurs de la République. C'est dommage de voir un président de la République devenir un président partiel et partial. J'avais envie de lui demander, si j'avais été journaliste, mais monsieur le président de la République, vous nous rappelez que vous avez appelé à voter pour Jacques Chirac. Dans son discours d'Orléans en 1999, il disait, parlant des émigrés, ils ont 3 femmes, 30 enfants, ils vivent sans travailler de subvention, et en plus, s'il y a le bruit et l'odeur, je plains le français qui est sur le palier. Alors, ces leçons de valeurs républicaines, je l'envoie quand même à faire quelques révisions scolaires. Hein. Après, Olivier d'Artigol. D'abord, c'est normal qu'ils répondent. C'est quand même dans l'actualité politique. Oui, enfin, il n'était pas obligé de prendre parti. Hein. Non, mais je me permets de vous poser une... Voilà, je veux dire... Il pouvait... Ça, je ne sais pas. Il est président de la République. Je ne sais pas. Il n'est pas président du Conseil général. Gilbert Collard, après ce qu'on a vécu dans le pays, notamment sur l'unité nationale autour d'une valeur essentielle, celle de la fraternité, avec une réaction populaire qui n'a pas dévissé vers la haine, le rejet et la peur, mais vers des choses plutôt positives. Moi, ça ne m'a pas choqué que le président de la République puisse parler comme il s'est exprimé. Attention, il n'a pas parlé, on pourrait revoir la séquence, il n'a pas parlé de l'électorat. Ah ben non, vous nous parlez... Il n'a pas parlé de l'électorat. Il a parlé d'une candidate, je me permets de poursuivre. Il a parlé d'une candidate en lice au second tour qui, publiquement, a en effet eu des positions réitéré par Jean-Marie Le Pen il y a quelques heures, encore sur l'inégalité des races. Et vous savez, comme moi, que sur ce terrain-là, le chef de l'État, en l'occurrence, a eu une parole politique forte que je partage, même si je regrette totalement aujourd'hui la déclaration de Pierre Moscovici, ancien député de la circonscription,
qui, de haut de sa superbe et surtout de son échec, propose au pays une nouvelle saignée budgétaire en termes de dépenses publiques, ne comprenez pas que cette politique est celle qui nourrit le Front National et la désespérance. Si je peux me permettre, bon, votre point de vue me fait mal, mais je le respecte. Mais expliquez-moi pourquoi alors, si vous êtes tant attaché à cet idéal de fraternité, l'élu socialiste de Montbéliard qui a traité son collègue de salope de turc, vous n'avez rien fait, l'élu de Vaux-en-Velin qui a tenu des propos antisémites insupportables qu'on peut voir sur YouTube, vous n'avez rien fait. Non, mais systématiquement, lorsqu'il y a... Pourquoi ? Non, mais je veux dire... Vous le savez bien. Pourquoi ? Non, mais vous le savez bien, d'ailleurs. Vous condamnez cette loi souvent. Le Parti communiste français a même, sur le plan législatif, fait des propositions et a posé des actes forts. Il avait tellement à se faire pardonner. Depuis le pacte germano-soviétique. Vous savez, vous parlez à un petit-fils de déporté. Oui, moi aussi, j'ai la carte de mon père. Donc, je pense que là-dessus... Je l'ai sur moi pour trouver le bec au donneur de leçons. Gilbert Collard, est-ce que vous pouvez, sur l'inégalité des races... Je l'ai sur moi, la carte de mon père. Sur l'inégalité des races, là-dessus. Non, je ne me tais pas sur l'inégalité des races. Mais l'inégalité des races, je trouve, moi je vais vous dire une chose très simple, monsieur. Donc, elle a dit ça publiquement. Je vais vous dire très clairement. Vous pouvez le dire clairement. Quand on pose le principe de l'inégalité des races, on est un con. Très bien. Voilà, c'est clair. Maintenant, je voudrais qu'on dise la même chose. Donc on peut ne pas vouloir voter pour elle sur attendez. C'est ce qu'a dit le président. Non, mais ayez la correction, s'il vous plaît. Je vous écoute, mais vous m'avez interpellé sur quelque chose qui me tient. Non, mais ça me tient encore plus à cœur, pour des raisons personnelles. Alors donc, ayez la courtoisie, 30 secondes. Il faudrait se reporter aux propos qui ont été tenus. Par la candidate. Ils concernent quoi, vous le savez ? Ah, mais je sais, quel que soit est-ce que vous avez vu la vidéo ? Mais on est bien d'accord, mais et Chirac, Chirac qui a ses propos, ça vous gêne pas ? Chirac n'a pas dit inégalité des races, même si le propos était stupide. Est-ce qu'on peut revenir ? Est-ce qu'on peut là, on est en train de partir sur un... Excusez-moi, on est en train de partir sur un débat qui n'est pas le nôtre aujourd'hui. On est en train... Ce qu'on veut dans la République, il a initié. Ce qu'on veut, c'est savoir, essayer de débattre ensemble, est-ce que le président de la République a eu raison de s'inviter sur le cas de la circonscription du Doubs. À mon avis, non. Et s'il l'avait fait, et s'il avait été plus loin, et ce qui était surprenant d'ailleurs dans son intervention, c'est qu'il aurait dû balancer son intervention par la dernière question qui lui a été posée sur les institutions par un de vos confrères, qui lui dit « Monsieur le Président, est-ce que vous réfléchissez, vous travaillez à la révision du mode de scrutin à l'Assemblée nationale, à une réforme institutionnelle, à la baisse du nombre de députés ?» Et je crois que là où le Président de la République aurait pu avoir une parole intéressante, une expression constructive, c'est de dire par rapport justement à ces sujets qui cassent en permanence, et on le voit dans le débat, la réconciliation nationale qu'il a appelée de ses voeux quelques minutes avant. Je travaille, je réfléchis dans telle direction sur une meilleure représentation, avec la fameuse dose de proportionnelle qu'il a régulièrement évoquée, avec peut-être, compte tenu aussi du débat qu'il y a eu entre le Sénat et l'Assemblée cette semaine, les présidents, une meilleure organisation du bicamérisme, avec d'autres réformes institutionnelles qui m'auraient montré à quel point finalement le président va jusqu'au bout de la logique de la réconciliation et de l'unité nationale, en essayant d'infléchir peut-être certaines institutions à une meilleure représentation, pour qu'il n'y ait pas effectivement cette espèce de non-sens qui est troublant. Un parti qui représente 30% dans les intentions de vote et dans les premiers tours d'élections législatives, et qui n'est pas représenté à due proportion dans nos différentes chambres ou nos différentes collectivités. Alors, si on veut combattre des... Non, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On va peut-être donner la parole aussi à... Je ne suis pas jamais parlé d'inégalité des races. Mais pour autant, pouvez-vous réagir sur la moi, ce qui me gêne... Elle n'a jamais parlé d'inégalité des races. Arrêtez de faire de la propagande communiste des années 40. On a des institutions qui doivent être l'expression d'un débat. Le débat, il existe, vous avez raison. L'un et l'autre, il existe le débat. Est-ce qu'on avait envie qu'il se tienne dans la rue, qu'il se tienne dans les médias, par des invectives, ou dans les espaces de débat démocratique ? Et il y a un problème de ce point de vue-là. Et moi, je ne comprends pas pourquoi, dans un grand moment, comme une conférence de presse comme celle-là, le président n'a pas abordé ce problème. Il a soulevé le problème, il s'est invité dans l'élection législative de dimanche prochain, mais il n'a pas été plus loin. Et ça, je crois que c'est une erreur politique. Non, moi, je trouve là qu'on fait semblant de
s'offusquer d'un propos présidentiel qui est tout à fait normal. On va pas découvrir que c'est un président de gauche. Tous les présidents se sont prononcés d'ailleurs. Jacques Chirac l'avait fait, mais Nicolas Sarkozy aussi en d'autres temps. Je crois que la vraie nouvelle, pour ça que c'était une bonne chose. La vraie nouvelle dans cette élection. Sur le Veldiv, non mais pardon, excusez-moi. La vraie nouvelle sur cette question, c'est plutôt la division de l'opposition, de la droite, qui ne sait pas prendre position sur cette élection. Ça, c'est une vraie nouvelle, et c'est celle-là qui me pose problème à moi, parce que effectivement, on voit que les digues sont rompues et que l'UMP est incapable de prendre une position claire sur une élection où il y a un enjeu fort. Moi, je crois que c'est ça le vrai sujet. Pour le reste, que le président de la République se prononce sur des valeurs et non pas sur un enjeu partisan, il est tout à fait dans son rôle, et j'approuve tout à fait ses propos. Il ne se prononce pas sur des valeurs, il se prononce sur des valises. Les valeurs de la République. Quand on pose le débat comme il l'a posé, on ne peut pas ensuite aller sur ce terrain-là. Il pourrait, fondamentalement, il fait ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut, mais quand on pose le sujet comme il l'a posé au début de sa conférence, c'est dommage d'aller s'inviter dans ce sujet. C'était hors de propos et pour moi hors sujet. Alors on va passer peut-être justement à un autre sujet dans les quelques annonces du chef de l'État au niveau national. Il a annoncé la création d'une agence nationale de développement économique sur les territoires. Il veut lutter contre la concentration des personnes pauvres dans les mêmes quartiers. On va réécouter tout d'abord François Hollande sur ce sujet. Il va donner... Notre responsabilité, la mienne, celle du gouvernement, c'est l'égalité entre les territoires. Le gouvernement réunira un comité interministériel au mois de mars. Je lui assigne 3 objectifs. Le peuplement, c'est-à-dire la mixité sociale, la répartition de la population, pour que les logements sociaux soient créés là où ils sont nécessaires, mais pas seulement là où ils sont déjà présents. L'accompagnement, pour que le tissu social soit renforcé en nous appuyant sur les associations, sur la démocratie. Enfin, le développement, avec la création d'une agence nationale pour le développement économique sur les territoires. Alors, une agence nationale de développement économique sur les territoires, ça vous parle, monsieur ? Oui. Moi, je trouve que c'est une approche intéressante et qui est nouvelle, parce que souvent, on va dans ces quartiers avec une logique purement sociale ou purement urbanistique, l'ANRU, et c'est pas ce qu'attendent nécessairement ces quartiers-là, c'est-à-dire une espèce de charité ou de commisération. Il y a autre chose. Je crois que l'enjeu, c'est vraiment l'intégration économique de tous les territoires de la France. Et donc, moi, la seule chose que j'attends, c'est que les annonces qui sont faites aujourd'hui, qui me paraissent intéressantes, soient suivies des faits et de moyens. Parce que cette agence de développement économique, on a cru comprendre que ce serait simplement un redéploiement des moyens existants. Et c'est là que peut-être le bas blesse. La question, c'est quels seront les moyens réels pour créer de l'emploi, de l'activité économique, tournée vers ces quartiers-là, vers les populations de ces quartiers-là. C'est ça, à mon avis, le vrai sujet. Olivier D'Artigol. Je ne crois pas du tout. Il y a une formule qui fait florès, c'est être à la hauteur des événements. C'est une annonce hors sol, une nouvelle agence nationale. Dieu sait si certaines existent et manquent d'ailleurs des moyens. Il y a déjà l'agence pour la rénovation urbaine. Non, on connaît tout ça, mais l'ANRU, moi je viens d'une ville, Pau, où il y a eu des réussites urbanistiques sur le plan de la politique de la ville, de l'ANRU, mais sans toucher 1 millimètre à la réalité. Vous dites qu'on a fait œuvre de politique sociale, mais pas du tout. Ce qui mine la vie de ces quartiers, c'est de ne pas pouvoir se projeter. C'est des taux de chômage qui sont, pour les jeunes, des taux de chômage insupportables pour notre société. C'est des populations qui se sentent assignées à résidence. C'est la disparition de tout le service public. Il dit les associations, mais celles et ceux qui connaissent les militants associatifs savent bien que ces associations, qui parfois sont le dernier filet pour s'assurer quand même qu'il y a un peu de solidarité, n'ont pas de moyens. Dans le même temps, il annonce quand même une saignée dans les dotations aux collectivités territoriales qui ne permettent plus, à l'échelle de certains territoires, d'avoir des réponses adaptées. Donc c'est du pipeau. En 25 ans... Jean-Christophe. Juste sur la... Il y a un élément néanmoins intéressant dans le propos du chef de l'État, c'est qu'à plusieurs reprises, il met l'entreprise comme premier élément, comme premier vecteur d'une politique sociale. La création de valeur économique est aujourd'hui dans la doctrine du chef de l'État. Pour autant, annoncer la création d'une agence de développement économique me paraît en totale contradiction
avec les dispositions qu'on est en train de discuter à l'Assemblée nationale sur le renforcement du rôle économique des régions. On nous dit, et moi j'adhère plutôt à cette idée de dire on va renforcer la capacité d'action et de décision des régions pour avoir justement un travail de réglage des sujets économiques plus fin par rapport à nos territoires. Si on couvre ça par une agence de développement économique, qu'est-ce qui va rester de l'action projetée dans les régions et qui, à mon avis, est nécessaire si on veut justement mieux fertiliser les atouts d'un territoire comme comme le territoire français et de sa diversité territoriale. Donc, je ne vois pas du tout qu'est-ce que vient faire une agence de développement économique au moment où, au contraire, on constate qu'il faut basculer vers plus de décentralisation économique et qu'on essaye de faire coïncider des politiques sociales et des politiques économiques dans cet effort de décentralisation. Moi, je ne suis pas d'accord. La politique de la ville, ça a toujours été une politique d'État coordonnée avec les collectivités locales. Aujourd'hui, la politique d'État, la politique de la ville était essentiellement une politique de logement et d'urbanisme. Le fait d'intégrer une dimension économique, on peut poser la question des moyens et de la coordination avec les régions, je suis d'accord. Mais l'annonce qui consiste à intégrer dans la politique de la ville une dimension économique plus forte, je crois que ça correspond à une attente vraiment dans ces quartiers. On va aller tout de suite, je vous interromps, on va aller tout de suite à l'Assemblée nationale. On va à l'Assemblée nationale, on va retrouver Marie Chantray qui est aux côtés d'Éric Woerth. Marie Chantray. Oui, tout à fait. Éric Woerth à mes côtés, député MP. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur LCI. François Hollande, durant cette conférence de presse, presque un mois, jour pour jour, après ces attentats tragiques, dit « Oui, forcément, j'ai changé après ces événements ». Comment vous le comprenez? Comment vous l'entendez aujourd'hui? Écoutez, je ne sais pas, c'est des événements qui font changer, c'est vrai, mais ils sont aujourd'hui passés, même s'ils sont dans la mémoire des uns et des autres. Et l'appel à l'unité nationale de François Hollande aujourd'hui manquait un petit peu de consistance. Il a fait un long dégagement sur la laïcité, qui pour nous est quelque chose évidemment d'important, mais ça ne suffit pas pour remplir l'agenda 2015 de notre pays, qui est un agenda majeur. Et j'ai noté que derrière l'unité, il y avait quand même un certain nombre de propositions ou floues ou totalement absentes. L'emploi et le chômage sont totalement absents de sa conférence de presse. Ça apparaît à un moment donné à une question d'un de vos collègues, mais c'est tout. Et l'agenda de 2015 en termes économiques et sociaux, c'est un vide sidéral. Alors que l'enjeu, il est là. Que le président aille à Kiev tout à l'heure avec la chancelière, c'est une bonne chose. J'aurais tendance à dire enfin, c'est une bonne chose. Mais c'est pas ça qui va transformer l'économie de notre pays et la rendre plus compétitive. Et au fond, le président a également indiqué qu'il considérait qu'il n'était pas assez, qu'il fallait plus loin que le pacte de responsabilité, plus loin que la loi Macron. Ok, d'accord, mais quoi? Que veut-il faire? 2015, on a déjà passé 1 mois et demi en 2015. Il nous reste 11 mois, 10 mois et demi. Et les choses vont très très vite. Franchement, il est un peu à côté de la plaque. Il a également été question de cette fameuse législative partielle dans le Doubs, la position de l'UMP, qui a été ce fameux NUNI adopté mardi dernier, lui a dit et fait référence à l'élection de 2002 en disant « Je n'ai jamais hésité ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Finalement assez tranché vis-à-vis de la position de l'UMP. Ouais, le Parti socialiste a largement contribué à faire augmenter le Front National un peu partout. Hein. Ils en ont d'ailleurs été les principaux bénéficiaires. Je rappelle d'ailleurs que Mme Le Pen n'a pas appelé à voter pour M. Sarkozy au 2e tour de l'élection présidentielle. Elle a fait l'élection de M. Hollande. Donc là-dessus, il faut un peu se calmer. Et je pense que la position de l'UMP est une bonne position. La position de mettre un barrage total et une frontière complète avec le Front National, c'est ce que nous faisons depuis longtemps et évidemment on continue à le faire. Nous n'avons rien à voir avec le Front National et ce sont de nos adversaires. Leurs propositions sont de mauvaises propositions pour la France. Et bien en même temps, le Parti Socialiste n'est pas du tout une solution non plus pour le pays. Donc je pense que c'est une position tout à fait équilibrée, tout à fait républicaine et me semble-t-il une excellente position. Merci beaucoup Monsieur Woerth d'avoir été en direct avec nous sur LCI. Merci. Merci Marie Chantray, merci à Éric Woerth d'avoir répondu à vos questions en direct de l'Assemblée nationale. On va revenir sur les quelques annonces du chef de l'État. On l'attendait notamment sur l'annonce de ce fameux service universel pour les jeunes. Écoutez. Notre responsabilité, c'est l'engagement civique. Les Français le montraient. Ils ont un amour intact pour la République, une envie profonde d'être utile et de servir le bien commun. Je propose donc un nouveau contrat civique, avec la mise en place d'un service universel pour les jeunes, la création d'une réserve citoyenne pour tous les Français, tous ceux qui veulent participer à l'élan collectif, donner le meilleur d'eux-mêmes
et le renforcement de la démocratie participative. Voilà donc un service universel pour les jeunes, la création d'une réserve citoyenne pour tous les Français. En dehors de cela, pas de réelles annonces économiques et sociales. Non. Je ne sais pas ce que ça veut dire, tout service civique pour les jeunes. On connaît un dispositif qui peut être sympathique au demeurant, mais qui ne répond pas aux 150 000 décrocheurs. Ce dont les jeunes ont besoin dans notre pays, c'est de formation, c'est d'emploi, c'est de salaire. Ce n'est pas ce sas de précarité qui fait que les 10 ans de vie après être sortis de l'école sont des vies de galère. Donc voilà, ce n'est pas au niveau. Aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est que les jeunes qui demanderaient... Il a annoncé des nouveaux moyens pour lutter contre le décrochage scolaire, mais il n'a rien détaillé. Mais je termine juste ce point. Aujourd'hui, il y a une demande sur 4, les chiffres qui circulent, qui ne peuvent pas être satisfaites sur les jeunes qui demandent ce type d'engagement citoyen pour la collectivité, pour l'intérêt général. Mais il va falloir préciser les missions, préciser le statut. Est-ce que véritablement il va y avoir une montée en puissance ? Les collectivités, nous c'est ce qu'on a fait à Pau, peuvent recruter ces jeunes, mais encore faut-il leur donner quelque chose qui peut développer leur capacité, leurs compétences. Il ne faut pas que ce soit des missions maquillées, mais qui au final, au bout de 8 mois... D'accord avec ça. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut... Quelle mission, quelle formation, quels moyens. Il dit 150 000 demain sur le marché, entre guillemets. Pour faire quoi ? Qui va les prendre ? Et on sait que si on veut rendre service, et là je vous rejoins complètement, il va falloir former ces jeunes, leur faire passer le permis de conduire, leur donner une formation supplémentaire, leur faire apprendre telle ou telle chose. Et là, ça demande des moyens considérables, des lieux, des espaces, des professeurs, des formateurs. Et donc, vouloir mettre tout ça en place dans quelques mois pour 150 000 jeunes, compte tenu de la logistique, des moyens nécessaires, me paraît mais complètement en dehors des capacités de l'État aujourd'hui. Donc, l'idée est belle, on est très velléitaire pour le coup. Ce sont des étiquettes. C'est quasiment du Prévert. Réserve citoyenne, ça veut... D'abord, on n'est pas... M'accusez pas de racisme, on n'est pas des Indiens. Hein. Bon, réserve citoyenne, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il met dans ce mot ? Après, quand il parle de service civique, si j'ai bien compris, c'est fondé sur le volontariat. C'est-à-dire que ce sont nos jeunes d'eux-mêmes iront s'enrôler dans le service civique. Mais ces jeunes, enfin, peut-être qu'ils seraient très heureux d'y aller, mais faut-il encore qu'on les accompagne ? Qu'on les aide à avoir envie d'y aller. Quand on sait tous, et on s'accordera là-dessus, sur ce qui est la réalité de nos banlieues, de nos cités, le mal-vivre, la souffrance, souvent la misère et très souvent l'insécurité et la délinquance, vous pensez bien que ça ne va pas surgir d'un seul coup, cette armée des soldats civiques. Donc, à mon avis, ce sont des propositions qui sont sonores, sont des bibelots sonores, mais elles ne s'inscriront jamais dans la réalité. Jean-Louis Rumégas. Non, on peut poser la question des conditions, des missions, c'est vrai qu'on va donner, mais l'idée de développer le service civique, qui reste quand même très marginal aujourd'hui, je pense qu'il y a une bonne idée. Les événements que nous avons vécus au mois de janvier en France montrent qu'il y a besoin de ce moment où on recrée du sentiment de vivre ensemble, de la citoyenneté, on responsabilise des jeunes face à des missions, alors qui peuvent être celles de la défense, de la sécurité, c'était le service militaire, mais plus largement aussi de l'intérêt général. Alors l'intérêt général, ça peut être l'environnement, bien sûr, des missions d'environnement, ça peut être des missions d'encadrement de jeunes dans des quartiers. Non, mais ça peut être... Comment vous faites ? Ça peut être Est-ce que c'est qualifiant ? Qu'est-ce qu'ils deviennent assortis du Oui, mais bien sûr. Mais moi, j'ai accompagné une cinquantaine de jeunes en mairie de Pau, mais après, que sont-ils devenus ? Si vous permettez, on pouvait dire la même chose du service militaire. Il faut le rétablir, le service militaire. Aujourd'hui, un service militaire généralisé, ça ne correspond pas à l'idée de professionnalisation des armées, mais je crois qu'il y a une volonté pour les garçons et les filles aussi, n'oublions pas, de s'engager dans des missions citoyennes, de participer à des missions d'intérêt général. C'est quelque chose de très fort dans la jeunesse. Donc, on pose la question des missions, des moyens, d'accord, mais l'idée en soi est bonne. Donc moi je pense qu'il faut l'accompagner et essayer d'en faire quelque chose d'intéressant. Le risque, il ne peut pas créer un effet déceptif. Merci, on approche de la fin et je vais demander à Frédéric Delpech 2 minutes environ pour conclure. Que retenir, Frédéric, de cette 5e conférence de presse de François Hollande ? On va noter comme ça. Oui, enfin non, on ne va pas faire un exercice. Non, on va mettre des notes. Conclure plutôt ce débat qui vient d'avoir lieu et c'est très intéressant de voir que malgré cet appel à l'unité nationale réitéré par François Hollande, cette invocation
invocation permanente de l'esprit du 11 janvier, dont on demande bien d'ailleurs ce qu'il recouvre exactement. Mais malgré cela, eh bien, quand on fait le tour de la table ici, on s'aperçoit que personne n'adhère véritablement aux propositions que vient de faire François Hollande, hormis peut-être vous pour les écologistes, mais personne... Je l'ai trouvé flou sur l'écologie et sur quand même, l'économie. On n'a pas pu en parler. Personne n'est très convaincu par les propositions de François Hollande et personne n'est convaincu qu'elles sont à la hauteur de la situation aujourd'hui. Donc on le voit, cette unité nationale invoquée par le président de la République comme une sorte de bouclier. Il a commencé avec ça et il a terminé avec ça. Il a commencé et terminé avec ça. Du 11 janvier. Effectivement, ce fameux esprit du 11 janvier. Donc, encore une fois, on peut bien se demander ce qu'il recouvre exactement. Mais quoi qu'il en soit, cet esprit que François Hollande compte faire perdurer, eh bien, on s'aperçoit en réalité qu'aujourd'hui, il n'a plus cours. Et François Hollande le sait lui-même pertinemment, puisqu'il... tout en l'invoquant dans cette conférence de presse, il s'empresse de vouloir tourner la page et passer à une autre séquence qui est une séquence internationale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a annoncé ce déplacement surprise à Kiev et à Moscou. C'est pour ça qu'il a annoncé un certain nombre de déplacements sur le thème, là ça vous convaincra, de l'écologie, avec notamment un voyage aux Philippines dans quelques jours avec Nicolas Hulot pour évoquer la conférence climat. Et on voit bien que François Hollande sait très bien lui-même que l'unité nationale, c'est terminé, qu'elle n'a plus lieu aujourd'hui et qu'en réalité, il faut passer à une autre séquence politique. Alors, sans doute, il manquait dans cette conférence de presse un peu de corps, un peu de matière, parce que les annonces qui ont été faites, ce sont certes des pistes très intéressantes, mais qui demandent à être un peu plus détaillées et qui sont aujourd'hui peut-être un peu maigres. Voilà, bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. Restez avec nous, le 14-17 continue dans quelques minutes. Un nouveau journal à 15h avec Marianne Cotenoff et puis je vous retrouverai avec d'autres invités, toujours pour parler de cette conférence de François Hollande, Laura Slimani, la présidente des Jeunes Socialistes, et Stéphane Tiki, le président des Jeunes UMP. À tout à l'heure.